Une serveuse servait du café au même vieil homme frêle chaque matin pendant 3 ans, jusqu'à ce que le roi vampire franchisse la porte de son dîner avec 4 gardes du corps et s'agenouille à ses pieds. Les gardes du corps encerclèrent la banquette, les mains sur leurs armes, tandis que chaque vampire de la ville savait désormais que leur monarque disparu s'était caché dans sa banquette du coin. Maya Torres servait du café à 6 heures du matin, comme elle l'avait fait chaque matin pendant 3 ans, la cafetière lourde dans sa main, la vapeur s'enroulant devant le visage d'Harold, tandis qu'il affichait ce doux sourire reconnaissant qui rendait le service d'avant l'aube supportable. Il était assis à la banquette numéro 7, près de la fenêtre où la pluie laissait toujours sur la vitre des traînées semblables à des veines. Ses mains tremblant autour de la tasse comme elle le faisait toujours, à cause de l'âge, d'une maladie ou de quelque chose qu'il ne nommait jamais, et elle faisait glisser la crème sur la table sans demander, car il en prenait 2 gouttes, jamais plus, et son merci venait, aussi silencieux qu'un souffle. Le diner sentait le café brûlé et les pommes de terre rissolées, les néons grésillaient au-dessus, le genre d'endroit où les camionneurs s'arrêtaient entre 2 trajets et où les infirmières de nuit avalaient de la caféine avant de s'effondrer dans leur lit. Et Maya avait essuyé ces tables si souvent qu'elle connaissait chaque fissure dans le vinyle des banquettes, chaque tache que le nettoyant industriel ne pouvait enlever. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci! Harold fouilla dans son portefeuille, en sortant des billets d'1 dollar froissés, un billet de 5 pour un petit déjeuner à 3 dollars, et elle refusa d'un geste de la main comme elle le faisait toujours, mais il le pressa quand même dans sa main, sa peau parcheminée et froide. Elle se tourna vers la station de café pour prendre la cafetière, afin de la remplir à nouveau lorsque la porte s'ouvrit et que la température chuta de 10 degrés en un seul souffle. 4 hommes entrèrent d'abord, larges d'épaules et silencieux, se déplaçant avec la précision synchronisée de soldats ou de prédateurs. Leurs costumes noirs et sur mesure, des oreillettes visibles, les mains planant près de leurs flancs où le tissu se bombait sous un poids dissimulé. Ils se dispersèrent immédiatement, l'un bloquant la porte, un autre se positionnant près de la cuisine, 2 scrutant les fenêtres, et les 2 camionneurs au comptoir se figèrent, la fourchette à mi-chemin de leur bouche. Puis il entra. Le roi vampire franchit le seuil et le monde bascula, la lumière de la rue, luisante de pluie, traversant son visage, ses cheveux sombres coiffés en arrière, des yeux comme des éclats de glace noire, un long manteau qui bougeait comme une ombre liquide, et chaque instinct dans le corps de Maya hurlait de fuir, même si ses pieds refusaient d'obéir. Il ne la regarda pas. Il regarda Harold, et puis Alexandre Volkov, le roi vampire dont elle avait vu le visage dans les reportages de fin de soirée sur des conflits territoriaux et des sommets politiques qu'elle ne comprenait jamais entièrement, traversa le diner en 4 enjambées et tomba sur un genou devant la banquette numéro 7. Le diner tout entier devint silencieux, le genre de silence qui précède les tremblements de terre, le téléphone de l'infirmière glissant de sa main et cliquetant sur le carrelage. Et Harold émit un petit son brisé, comme celui d'un oiseau à l'aile écrasée. Le roi vampire était agenouillé là, dans une flaque d'eau de pluie venue de la rue, son manteau s'étalant autour de lui, et quand il parla, sa voix se brisa sur un seul mot. Père. Les mains de Maya se mirent à trembler si fort que la cafetière s'entrechoqua contre le brûleur et elle la posa avant de la laisser tomber. Son dos pressé contre le comptoir, son esprit essayant de traiter l'impossibilité que ce vieil homme frêle, qui laissait des pourboires en billets d'1 dollar, demandait des nouvelles de son frère et oubliait parfois ses pilules soit de la royauté vampire, soit le père de la créature agenouillée dans son diner comme un pénitent dans une cathédrale. Harold agrippa sa tasse à 2 mains, ses yeux humides, sa bouche formant des mots qui ne venaient pas, et finalement, il murmura « Je t'avais dit de ne pas venir », et la résignation dans sa voix
fit craquer quelque chose dans la poitrine de Maya. Alexandre se releva avec fluidité, sa main s'avançant pour toucher l'épaule de Harold. Et Harold tressaillit, mais ne se recula pas. Et le visage du roi vampire était un masque de contrôle, à l'exception de ses yeux qui contenaient 30 ans de recherche, de chagrin, de quelque chose proche du soulagement et de la fureur entremêlés. Puis Alexandre se tourna et regarda Maya pour la première fois. Son regard se fixa sur son badge nominatif, sur la cafetière encore fumante sur le brûleur, sur le billet de 5 dollars froissé sur la table, et son expression se mua en quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Un des gardes du corps s'avança, un homme à la mâchoire carrée et aux yeux pâles, et il sortit un téléphone de sa veste et prit une photo de Maya sans demander, le déclic de l'obturateur obscènement bruyant dans le diner figé. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Alexandre parla le premier, sa voix fendant l'air comme une lame. Tous ceux qui l'ont servi, lui ont parlé, l'ont touché, ils sont tous dans le réseau maintenant. Vous êtes marqué depuis 3 ans et vous ne l'avez jamais su. La gorge de Maya se noua. Marqué. Le mot avait un goût de métal. Elle força l'air dans ses poumons et réussit à dire « Marqué, je lui ai juste donné du café », et sa voix semblait petite et lointaine. Le garde du corps à la mâchoire carrée s'approcha, se positionnant entre elle et la porte, et il parla dans un anglais accentué, russe peut-être, son ton plat et absolu. La loi de l'Alliance est claire. Tout humain qui fournit une aide durable à un vampire de sang royal tombe sous la clause de protection 9. Vous appartenez désormais à la couronne. Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Appartenir. Pas protéger. Appartenir. Maya regarda Harold par-delà le garde du corps, espérant désespérément qu'il dirait que c'était une erreur, un malentendu. Mais Harold ne croisa pas son regard, son attention fixée sur la pluie qui striait la fenêtre, et il dit si bas qu'elle faillit le manquer « Je n'ai jamais voulu ça pour elle ». L'infirmière au comptoir glissa de son tabouret et se dirigea prudemment vers la porte, mais le garde du corps, qui y était posté, secoua la tête une fois et elle se figea. Les camionneurs restaient immobiles, le visage pâle, et Maya réalisa avec une clarté écœurante que tout le monde dans ce diner était maintenant un témoin. Tout le monde avait vu le roi vampire s'agenouiller devant un homme à la banquette numéro 7, et ce qui allait suivre les engloutirait tous. Alexandre se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue où des VUS noirs attendaient au ralenti, leurs phares fendant la grisaille matinale. Et il dit sans se retourner « La faction d'Aubrinine cherche mon père depuis 30 ans. Ils ont placé des observateurs dans chaque dîner, chaque arrêt de bus, chaque endroit où un vampire pourrait se cacher à la vue de tous. Cet emplacement est compromis. Mes gens vont sécuriser le périmètre, mais nous avons des minutes, pas des heures. » Il se retourna vers Maya, et son visage était de pierre. « Vous viendrez avec nous. Ce n'est pas une requête. » Le pouls de Maya martelait dans ses oreilles. Elle pensa à courir, à crier, à saisir le téléphone derrière le comptoir et à appeler le 911, mais les gardes du corps se tenaient comme des statues, leurs yeux suivant chaque déplacement de son poids, et elle sut avec une certitude brutale qu'elle ne ferait pas 3 pas. Harold leva enfin les yeux, ses yeux larmoyants rencontrant les siens, et il articula silencieusement « Je suis désolé », et le regret sur son visage était un océan. Alexandre fit un geste, et le garde du corps à la mâchoire carrée, dont elle apprendrait plus tard le nom, Constantin, s'avança, la main tendue non pour la saisir, mais pour la guider. Une parodie de courtoisie. « Mademoiselle Torres, nous devons partir maintenant, pour votre sécurité. » Elle regarda Harold une dernière fois, ce vieil homme qui demandait du sucre en plus, qui lui racontait des histoires de pigeons dans le parc, qui lui avait une fois glissé un billet de 20 lorsque sa voiture était tombée en panne, et elle essaya de réconcilier cette personne avec un roi vampire qui avait abandonné un trône.
Le calcul ne tombait pas juste. Rien ne fonctionnait. Mais Constantin attendait et Alexandre se dirigeait déjà vers la porte et la pluie dehors redoublait d'intensité, tambourinant contre la vitre, et Maya sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle attrapa son tablier, le dénouant avec des doigts engourdis, et les liens lui glissèrent des mains 2 fois avant qu'elle ne parvienne à l'enlever. Le diner sentait le café brûlé et la peur. Elle passa devant la banquette numéro 7 et Harold tendit la main, ses doigts effleurant son poignet, et le froid de sa peau la brûla. « Prends soin de lui, murmura-t-il, et elle eut envie de rire, car comment pourrait-elle prendre soin d'un roi vampire? Comment pourrait-elle prendre soin de quoi que ce soit, alors que sa propre vie venait d'être mise en pièces? Mais sa prise se resserra et il dit « S'il te plaît ». Et le désespoir dans ce simple mot la submergea. Elle hocha la tête parce que pouvait-elle faire d'autre? Constantin ouvrit la porte et la pluie s'engouffra, froide et vive. Et Maya sortit dans la matinée grise, le trottoir glissant sous ses chaussures, les VUS attendant, moteur allumé. Alexandre était déjà à l'intérieur du véhicule de tête, Harold étant aidé à monter dans le second par un autre garde du corps, et Constantin lui fit signe de se diriger vers le troisième. Elle monta, et la porte se referma avec un clic lourd, et les serrures s'enclenchèrent automatiquement. L'intérieur sentait le cuir et l'huile d'arme à feu. Un autre garde du corps était assis sur le siège avant, silencieux, et à travers la vitre teintée, elle vit le diner d'Eddie s'éloigner sous la pluie, les néons grésillant toujours. L'infirmière et les camionneurs toujours figés à l'intérieur comme des personnages dans une boule à neige. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement son manager qui demandait où elle était, probablement Danny qui avait encore besoin d'argent, probablement 1000 choses normales qui appartenaient à une version de sa vie qui n'existait plus. Le VUS s'inséra dans la circulation, fluide et rapide, et la voix de Constantin vint du siège avant. « Nous vous emmenons dans un lieu sécurisé. Le roi vampire vous expliquera tout. » Elle voulait demander ce que « tout » signifiait, ce que « marquer » signifiait, ce que « appartenir à la couronne » signifiait. Mais sa voix s'était envolée, et tout ce qu'elle pouvait faire était de rester assise là, les mains sur ses genoux, son uniforme sentant encore le café et la graisse. Tandis que la ville défilait en flou et que la pluie continuait de tomber, et que quelque part derrière elle, un trône dont elle ignorait l'existence attendait de la dévorer tout entière. Le penthouse s'étendait comme une cage faite de verre et d'argent, des fenêtres allant du sol au plafond surplombant une ville que Maya reconnaissait à peine de cette hauteur, la pluie martelant des vitres par balles qui ne vibraient pas, ne tremblaient pas, encaissant simplement le châtiment en silence. Elle arpentait les comptoirs en marbre, ses doigts traînant sur des surfaces si propres qu'elle crissait, passant devant des meubles minimalistes qui semblaient coûter plus que son salaire annuel, devant un mur d'écran affichant les flux de sécurité sous tous les angles, hall d'entrée, cage d'escalier, toit, les images défilant en rotation silencieuse. Son reflet fut capturé par la fenêtre, uniforme toujours sur elle, badge nominatif de travers, des cheveux s'échappant de sa queue de cheval, et elle semblait petite et déplacée, une tache sur une toile par ailleurs parfaite. Constantin se tenait près des moniteurs, une tablette à la main, son visage impassible, et quand elle exigea son téléphone, il sortit un téléphone prépayé de sa veste et le lui tendit. « Votre ancien numéro est compromis, » dit-il, et la finalité dans sa voix lui donna envie de crier. Elle prit quand même le téléphone prépayé, le plastique bon marché et inconnu dans sa paume, pas de contact, pas de photo, pas de lien avec la vie qu'elle connaissait. Alexandre avait retiré son manteau et se tenait près d'un chariot-bar, versant un liquide rouge foncé d'une carafe en cristal dans un verre, et pendant un moment, le cerveau de Maya refusa de traiter ce qu'était ce liquide jusqu'à ce qu'il le porte à ses lèvres et boive. Du sang. Il buvait du sang devant elle comme si c'était du scotch, comme si c'était normal, et son estomac se souleva.
Il avait l'air épuisé, des cernes sombres sous les yeux, ses mains tremblant légèrement alors qu'il posait le verre, et quand il parla enfin, sa voix était rauque de quelque chose qui aurait pu être du chagrin. Mon père a disparu il y a 30 ans. J'avais 19 ans. Il n'a laissé ni mots, ni explications, ni cérémonie d'abdication. Le rite de succession exige un transfert de pouvoir formel en présence du conclave, et sans cela, le trône s'est déstabilisé. Les territoires se sont fracturés, des factions se sont levées. Nous sommes au bord de la guerre civile depuis 3 décennies parce qu'il est parti sans honorer les anciennes lois. Maya cessa de faire les 100 pas, sa main posée contre le marbre froid. Elle fixa Harold, qui était assis près de la fenêtre à regarder la pluie, semblant plus petit que jamais, les épaules voûtées, les mains jointes sur ses genoux comme un pénitent. Il n'avait pas l'air d'un roi. Il ressemblait au vieil homme qui oubliait ses pilules, qui souriait quand elle remplissait son café, qui lui glissait de l'argent supplémentaire quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Alexandre continua, ses mots secs et contrôlés. La faction d'Obrinin croit que Harold complote pour récupérer le trône. Ils le traquent depuis des décennies, et maintenant qu'ils savent où il était, ils élimineront toute preuve de sa cachette. Cela signifie vous. Le souffle de Maya se coupa. Moi, je suis une preuve. Constantin s'avança, tapotant sa tablette, et les moniteurs affichèrent des images de visions nocturnes granuleuses, avec un horodatage indiquant il y a 2 heures, la porte de son appartement s'ouvrant, 3 silhouettes entrant, se déplaçant dans ses pièces avec une efficacité précise. Ils ouvrirent ses tiroirs, fouillèrent dans son placard, restèrent de longues secondes au-dessus de son lit, et l'un d'eux se pencha pour ramasser une photo sur sa table de chevet, celle d'elle et de Danny à l'enterrement de leur mère. Les genoux de Maya fléchirent. Ils étaient chez moi. La voix de Constantin était clinique. 3 vampires. Des exécuteurs de Dobrynin. Ils ont placé des dispositifs d'écoute et prélevé des échantillons, des cheveux de votre brosse, des empreintes sur vos poignées de porte. Ils constituent un dossier selon lequel vous étiez complice de la dissimulation d'un roi fugitif. La peine pour cela en vertu de la loi de l'Alliance est le lien de sang. Vous seriez lié à notre famille à vie, forcé au service, votre autonomie effacée. Il dit cela comme s'il lisait un bulletin météo, comme si l'anéantissement de son avenir tout entier était un inconvénient mineur, et la rage éclata, brûlante, dans sa poitrine. Elle se tourna vivement vers Alexandre. « Vous m'avez attiré ça. Je n'ai rien demandé de tout ça. Je servais du café. C'est tout ce que j'ai fait. » Alexandre croisa son regard, et pendant un instant, son contrôle glissa, quelque chose de brut et de désespéré vacillant sur son visage. « Je sais, et je suis désolée, mais la situation est ce qu'elle est. Et nous avons 4 jours avant que le conclave d'urgence ne se réunisse pour décider du sort de mon père et du vôtre. Si vous témoignez qu'il était mentalement inapte, qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait quand il est parti, les anciennes lois permettent la clémence. Il serait exilé au lieu d'être exécuté et vous seriez libéré avec une nouvelle identité, une protection, assez d'argent pour recommencer quelque part en sécurité. » Les mains de Maya se crispèrent en poing. « Vous me demandez de mentir sous serment dans un tribunal de vampires. » La mâchoire d'Alexandre se serra. « Je vous demande de survivre. L'alternative est que les Dobrynin vous prennent, vous torturent pour obtenir des informations sur les autres endroits où mon père aurait pu aller, qui d'autres auraient pu l'aider, puis vous tuent pour régler les derniers détails. 50 000 vivantes, ajouta tranquillement Constantin, jetant un regard à Alexandre avec quelque chose de proche de l'inquiétude. Le patriarche d'Obrynin a mis une prime ce matin. Ils veulent l'interroger eux-mêmes. Le chiffre flotta dans l'air, obscène et froid, et Maya sentit les murs se refermer, le verre, le marbre et l'odeur de cuir l'étouffant. Elle regarda de nouveau Harold, et cette fois il se détourna de la fenêtre, ses yeux larmoyants rencontrant les siens,
et le poids de 3 ans s'abattit sur ses épaules. Il se leva lentement, les articulations craquant, et traversa la pièce jusqu'à elle, ses mouvements prudents et délibérés. Quand il parla, sa voix était douce, presque un murmure. Il te demande de te sauver. Moi, je te demande de mettre fin à ce cycle. Dis-leur que j'étais sain d'esprit. Dis-leur que j'ai choisi de partir. Peut-être qu'alors un autre roi aura le courage de s'en aller. Maya le dévisagea. Vous voulez que je vous condamne? Harold secoua la tête. Je suis déjà condamné. Je suis condamné depuis la nuit où j'ai posé cette couronne sur ma tête. Mais toi, tu ne fais pas partie de ce monde, et tu ne devrais pas y être entraîné parce que tu as montré de la gentillesse à un vieil homme. Dis la vérité, Maya. Dis-leur que la couronne fait de tous ceux qui la portent des monstres et que je ne pouvais plus être un monstre. Alexandre émit un son frustré, posant son verre assez fort pour qu'il se fissure, le sang s'infiltrant sur le marbre. Père, si elle leur dit ça, ils t'exécuteront pour trahison. Tu as violé toutes les lois que nous avons. Il n'y a pas de pitié pour un roi qui abandonne son peuple. Le sourire d'Harold était triste et petit, je sais, mais je préférerais mourir libre que vivre en menteur. La tête de Maya tournait, les deux hommes la tirant dans des directions opposées, la survie contre la vérité, les mensonges contre l'exécution, et elle ne savait pas comment choisir, ne savait pas quelle était la bonne réponse quand chaque option se terminait par du sang. Elle se dirigea vers la fenêtre, pressant son front contre le verre froid, regardant la pluie brouiller la ville entraînée de lumière impressionniste. Son reflet la fixait en retour, fatiguée et effrayée, et derrière elle, elle pouvait voir Alexandre et Harold, père et fils, tous deux usés par un trône qui prenait et ne rendait jamais rien. Constantin s'éclaircit la gorge. Nous avons un autre problème. Les images de surveillance du diner circulent déjà sur les réseaux de vampires cryptés. Chaque faction sait que Harold a été retrouvé. Ils savent que Mademoiselle Torres était celle qui le servait. Certains la voudront morte, d'autres la voudront vivante pour l'utiliser comme levier. Quoi qu'il en soit, elle est une cible maintenant, et cet endroit est sécurisé, mais pas indéfiniment. Nous avons 4 jours pour préparer son témoignage, la déplacer au conclave et la faire sortir avant que quelqu'un ne décide que 50 000 vaut le risque. Maya se retourna, sa voix creuse. Et si je refuse de témoigner tout court? Constantin et Alexandre échangèrent un regard. Alors le conclave suppose la culpabilité par le silence, dit Alexandre. Le lien de sang est automatique. Vous devenez propriété de la couronne, assignée à ma maisonnée. Interdite de quitter le territoire des vampires, votre vie ne vous appartenant plus. C'est une pitié comparée à ce que les Dobrynin feraient, mais c'est toujours une cage. Elle eut envie de rire. Pitié, comme s'il y avait la moindre pitié dans cette pièce, dans cette situation, dans un monde où servir du café pendant 3 ans pouvait se terminer avec sa vie en ruine. Elle se dirigea vers la salle de bain, ayant besoin d'espace, d'air, et à l'intérieur, elle trouva des vêtements sur mesure suspendus dans un placard, des jeans à sa taille, des poules, des bottes, tout ce dont elle pourrait avoir besoin disposé comme un service d'hôtel. Ils avaient planifié cela. Ils avaient su qu'elle finirait ici, piégée, et ils avaient préparé sa cage à l'avance. Elle appuya ses mains sur le lavabo, fixant son reflet dans le miroir, et pensa à Danny. Au dîner, à la voix de sa mère disant « Prends soin de ton frère », et elle se demanda si l'un d'eux avait jamais été vraiment libre ou s'ils avaient tous juste fait semblant. Quand elle ressortit, Harold était toujours près de la fenêtre et Alexandre était au téléphone, parlant un russe rapide, son ton sec et autoritaire, et Constantin examinait la tablette, le visage sombre. Elle s'assit sur le bord d'un canapé en cuir qui coûtait probablement plus cher que sa voiture et dit « J'ai besoin de réfléchir. » Constantin hocha la tête. « Vous avez jusqu'à demain matin. La préparation du conclave commence à l'aube. Nous aurons besoin de votre déclaration, du plan de votre témoignage, de tout ce qui est documenté et répété. La loi des vampires ne permet pas l'improvisation. » Maya ferma les yeux.
Demain matin. 4 jours jusqu'au conclave. 30 ans depuis que Harold est parti. 3 ans depuis qu'elle lui a servi sa première tasse de café. Les chiffres s'empilaient comme un grand livre qu'elle ne pouvait équilibrer, des dettes et des paiements qu'elle n'avait jamais acceptés. Alexandre termina son appel et s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux, le visage tiré. Je le cherche depuis que j'ai 19 ans. 30 ans de pistes sans issue, de fausses pistes, et à me demander s'il était vivant ou mort, ou s'il voulait même être retrouvé. Et puis les gens de Constantin ont retracé une routine, un vieil homme qui apparaissait dans le même diner chaque matin, à la même heure, à la même banquette, et la description correspondait. Je n'y ai pas cru au début. Je pensais que c'était une autre impasse. Mais je suis venue quand même, et il était là, buvant du café, ayant l'air si ordinaire que j'ai failli passer à côté de lui. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et il détourna le regard, la mâchoire serrée. Harold parla sans se détourner de la fenêtre. J'ai travaillé comme concierge, comme emballeur dans une épicerie, comme agent de circulation devant une école primaire. J'ai fait tous les boulots que j'ai pu trouver qui me permettaient d'être avec des gens normaux, des gens qui ne se souciaient pas du pouvoir, du territoire ou du sang. Je voulais me sentir à nouveau humain. Je voulais me souvenir de ce que c'était avant la couronne. Maya comprit alors, d'une manière qui lui fit mal à la poitrine. Harold ne s'était pas caché. Il avait survécu. Et elle avait fait partie de cette survie, 3 ans de matins ordinaires, de café, de petites conversations et d'une gentillesse qui ne demandait rien en retour. Et maintenant, cette gentillesse allait la tuer, ou la lier, ou la forcer à choisir entre un mensonge qui la sauvait et une vérité qui pourrait sauver quelqu'un d'autre. Les moniteurs faisaient défiler leur flux, la pluie continuait de tomber, et quelque part dans la ville, les Dobrinines planifiaient, chassaient, attendaient leur chance. La voix de Constantin coupa le silence. Mademoiselle Torres, quelle est votre décision? Elle regarda Harold, Alexandre, la vie qu'elle avait perdue au moment où le roi vampire avait franchi la porte du dîner. Elle pensa à sa mère, à la vérité, au coup de détourner le regard quand cela comptait. Et elle dit, « Je dois revoir les images. Toutes. Tout ce que vous avez sur les Dobrinines, sur le conclave, sur ce qui se passe si je mens et ce qui se passe si je ne mens pas. Si je dois choisir, je dois savoir ce que je choisis. » Alexandre hocha lentement la tête, quelque chose comme du respect vacillant dans ses yeux. Constantin afficha les fichiers et Maya resta assise là, dans la cage de verre, regardant sa vie se décomposer image par image, tandis que la pluie martelait les fenêtres et que la ville scintillait en dessous, indifférente et froide. Maya passa 2 heures à regarder des images de surveillance et à lire des résumés de la loi de l'Alliance que Constantin affichait sur la tablette. Ses yeux brûlants, son esprit luttant pour traiter les couches de manœuvres politiques et de protocoles anciens qui régissaient un monde dont elle ignorait l'existence. Et quand elle leva enfin les yeux, le ciel extérieur était passé du noir au violet contusionné, l'aube arrivant, qu'elle soit prête ou non. Alexandre était assis en face d'elle, silencieux, attendant, son visage illisible, et Harold n'avait pas bougé de sa position près de la fenêtre, une statue sculptée dans la culpabilité et l'épuisement. Elle posa la tablette, ses mains à plat sur la table en marbre, et dit « Je témoignerai honnêtement, mais seulement si vous invoquez le serment du miroir. » La pièce devint complètement immobile. La tête de Constantin se redressa brusquement d'où il se tenait près des moniteurs, son expression passant de la neutralité professionnelle à l'alarme. Les yeux d'Alexandre se plissèrent. « Vous savez ce que cela implique. » La voix de Maya tremblait, mais elle soutint son regard. « J'en sais assez. Vous liez votre destin à mon témoignage. Si je suis blessée ou contrainte avant de parler,
Vous perdez définitivement votre prétention au trône. Si je risque ma vie pour la vérité, vous risquez aussi la vôtre. Alexandre s'adossa à sa chaise, l'étudiant comme si elle était une énigme qu'il ne pouvait résoudre, et pendant un long moment, personne ne parla, le silence lourd et électrique. Puis Constantin s'avança, sa voix tendue. Votre Majesté, le serment du miroir est un suicide politique. Si les Dobrynin soupçonnent même que vous l'avez invoqué, ils intensifieront leurs actions. Ils cibleront spécifiquement Mademoiselle Torres, parce que lui faire du mal vous fait du mal. Vous leur donneriez une arme. Alexandre ne quitta pas Maya des yeux. J'en suis conscient. Harold se détourna enfin de la fenêtre, le visage bouleversé. Alexandre, non. Il y a d'autres moyens de la protéger. Tu ne peux pas jeter par-dessus bord 3 décennies de reconstruction du trône pour une fille humaine que tu as rencontrée hier. Les mots claquèrent comme une gifle, mais Maya ne tressaillit pas. Elle garda les yeux sur Alexandre, sur l'épuisement gravé sur son visage, sur le tremblement de ses mains qu'il ne pouvait pas tout à fait cacher. Elle pensa au diner, aux billets d'1 $ froissés d'Harold, aux images de surveillance d'étrangers dans son appartement, et elle pensa à sa mère qui était morte, parce que Maya faisait des services doubles au lieu d'être là, à Danny qui le lui reprochait, à chaque choix qu'elle avait fait qui l'avait laissée seule, coupable, et se demandant si la gentillesse n'était qu'un autre mot pour la lâcheté. Elle avait servi du café pendant 3 ans et n'avait rien demandé. Et maintenant, un roi vampire lui demandait de mentir pour se sauver, et elle ne pouvait pas le faire, ne pouvait pas ajouter un autre mensonge à la pile, ne pouvait pas regarder Harold et dire à un tribunal qu'il était fou alors qu'il était la personne la plus saine d'esprit dans ce cauchemar. Alexandre se leva lentement, ses mouvements délibérés, et il se dirigea vers un meuble le long du mur, l'ouvrant pour révéler un coffret de velours noir. Il souleva le coffret et l'apporta à la table, le posant entre eux, et quand il l'ouvrit, la lumière des bougies se refléta sur une lame d'argent, ancienne et gravée de symboles que Maya ne pouvait pas lire, le métal gravé de motifs qui semblaient bouger à la lumière vacillante. « C'est la lame du serment, » dit Alexandre doucement. « Elle est dans ma famille depuis 6 siècles. Si j'invoque le serment du miroir, je lis ma revendication et mon sang à votre témoignage. Vos paroles deviennent le fondement de mon règne. Si vous êtes blessée, si vous êtes contrainte, si quelqu'un tente de vous forcer à dire autre chose que votre propre vérité, le lien se brise et je perds tout. Le trône, mon titre, mon autorité. Je serais exilée, dépouillée de mon pouvoir, bannie des territoires vampires pour le reste de mon existence. La gorge de Maya se serra. Et si je mens? La voix d'Harold vint, douce et brisée. Si tu mens, même pour le sauver, le lien le tue en 3 jours. Le serment du miroir a 2 clauses, Maya. La première te protège de la coercition extérieure. La seconde garantit que tu ne dis que la vérité. Si tu mens, si tu déformes tes paroles, ne serait-ce que légèrement pour l'épargner, son sang se transformera en poison et il mourra dans d'atroces souffrances. Tu dois dire la vérité, peu importe ce dont il te menace, peu importe ce que cela lui coûte. Le poids de tout cela s'installa sur ses épaules comme une chose physique, écrasante et inéluctable. Elle regarda la lame, les symboles qu'elle ne pouvait pas lire, le sang qui tachait déjà les bords des serments précédents, jurés et rompus. Elle pensa à la vérité et au mensonge et à l'espace entre les deux où la plupart des gens vivaient, où elle avait vécu, servant du café, souriant et faisant semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. La voix d'Alexandre était ferme. Si vous invoquez ceci, vous tenez ma vie entre vos mains. Je vous confierai tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit. Et en retour, vous serez forcé de dire la vérité, même si cette vérité me détruit. Ce n'est pas un marché équitable, mademoiselle Torres. Ce n'est pas bienveillant. Mais c'est le seul moyen de garantir que votre témoignage soit inattaquable.
Les Dobrynin ne peuvent pas prétendre à la coercition si je me suis lié à votre liberté. Ils ne peuvent pas déformer vos paroles si vos paroles sont verrouillées à ma survie. Les mains de Maya tremblaient. Elle les pressa à plat contre la table. Pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi me donneriez-vous ce pouvoir? Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas si je vous protégerai ou si je vous condamnerai. Alexandre croisa son regard, et quelque chose dans son expression se fissura, brute et désespérée. Parce que mon père m'a appris qu'une couronne ne signifie rien si les gens qui vous y ont mis sont des menteurs et des lâches. Vous êtes la seule personne en 30 ans qui l'a vu et n'a rien voulu. Vous lui avez donné du café et de la gentillesse, et vous n'avez rien demandé en retour, ni argent, ni faveur, ni accès au pouvoir. Cela vaut la peine de mourir. Harold émit un son étouffé, sa main couvrant sa bouche, des larmes striant son visage. Constantin ouvrit la bouche pour protester à nouveau, mais Alexandre le fit taire d'un seul regard, et le garde du corps recula, la mâchoire serrée, sa main se crispant en un point. Alexandre souleva la lame du coffret, l'argent froid et tranchant, et il fit un geste vers le centre de la pièce. Le rituel exige des témoins et une flamme. Constantin, dégagez les meubles. Les gardes du corps se déplacèrent avec une efficacité militaire, poussant le canapé et les chaises contre les murs, enroulant le tapis pour exposer le sol en marbre blanc. Un autre garde du corps apporta des bougies de quelque part, d'épais piliers qui sentèrent la cire d'abeille et quelque chose de plus ancien, des herbes peut-être, et ils les disposèrent en cercle, allumant chacune d'elles jusqu'à ce que la pièce brille d'une lumière dorée vacillante. Les moniteurs sur le mur s'éteignirent, la ville à l'extérieur devint invisible, et le seul son était le doux sifflement des mèches qui brûlaient. Maya se tenait au centre du cercle, son cœur battant la chamade, son uniforme sentant encore le café et la graisse, et Alexandre entra en face d'elle, la lame tenue lâchement dans sa main droite. Constantin et 3 autres gardes du corps prirent position autour du cercle, au garde-à-vous, leurs visages sombres. Harold se plaça juste à l'extérieur des bougies, ses mains jointes comme s'il priait. La voix d'Alexandre était maintenant formelle, dépouillée d'émotion. Maya Renée Torres, acceptez-vous le serment du miroir? Liez-vous votre témoignage à mon sang, votre vérité à mon destin? La bouche de Maya était sèche. Elle hocha la tête, puis se força à parler. Je l'accepte. Alexandre pressa la lame contre sa paume, le tranchant mordant profondément, et le sang jaillit, noir à la lueur des bougies, dégoulinant sur le sol en marbre blanc où il forma des flaques et s'étendit en motifs qui semblaient presque délibérés. Il parla dans une langue que Maya ne connaissait pas, les mots anciens et durs, russe peut-être ou quelque chose de plus vieux, puis il passa à l'anglais, sa voix résonnant dans le penthouse. Moi, Alexandre Dimitri Volkov, je lis ma revendication et mon sang au témoignage de Maya Renée Torres. Que ses paroles soient libres, que sa vérité soit intacte, ou que je chute, qu'aucune main ne la détourne, qu'aucune menace ne la réduise au silence, qu'elle ne dise que ce qu'elle sait et croit. Et si elle ment, même pour m'épargner, que le lien prenne ma vie en 3 jours. Je le jure sur la lame du serment, sur le nom de mon père, sur le trône que je revendique, qu'il en soit ainsi témoigné. Les gardes du corps répondirent à l'unisson. Témoin. La voix d'Harold vint en dernier, brisée et humide. Témoin. L'air dans la pièce changea, chargé comme l'instant avant que la foudre ne frappe, et Maya sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un lien se mettant en place, invisible mais indéniable. Le sang d'Alexandre sur le sol commença à briller, faiblement d'abord, puis plus fort, la lumière se propageant à travers le marbre comme des veines, et les bougies s'embrasèrent toutes en même temps, les flammes s'élevant d'un pied de haut avant de s'éteindre simultanément, plongeant la pièce dans l'obscurité. Maya haleta, ses mains s'élançant instinctivement, et elle sentit la main d'Alexandre attraper la sienne, sa paume glissante de sang,
sa prise ferme. Les lumières vacillèrent et se rallumèrent, les moniteurs redémarrant, et la ville réapparut derrière les fenêtres, indifférente et scintillante. Alexandre relâcha sa main et recula, sa paume saignant toujours, et Constantin s'avança avec des bandages, enveloppant la blessure avec une efficacité experte. Maya fixa le sang sur le sol, les motifs s'estompant déjà, et elle sentit le poids de ce qu'elle venait de faire s'abattre sur elle comme un linceul. La voix d'Alexandre était calme. « C'est fait. Vous tenez mon destin maintenant, mademoiselle Torres. Dites votre vérité au conclave, et je m'élèverai ou tomberai par vos paroles. » Harold entra dans le cercle, le visage mouillé, et il agrippa les épaules de Maya. « Tu dois être prudente. Ils essaieront de te piéger, de déformer tes paroles, de te faire dire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Chaque mot compte maintenant. Si tu mens, même un petit mensonge, même pour le protéger, le lien le tuera. » Maya regarda Alexandre, le bandage autour de sa main, l'épuisement et la détermination sur son visage, et elle ressentit de la terreur, de la fureur et quelque chose proche de l'admiration. Il avait tout misé sur elle, une serveuse qui servait du café, une étrangère qui ne connaissait rien à la politique des vampires, aux anciens serments ou à la manière de survivre dans un monde où la vérité pouvait tuer. Constantin s'éclaircit la gorge. « Nous avons 3 jours pour préparer votre témoignage. Chaque question qu'il pourrait poser, chaque piège qu'il pourrait tendre, nous répéterons jusqu'à ce que vous puissiez répondre sans hésitation. Le conclave ne pardonne pas les erreurs. » Maya hocha la tête, sa voix à peine un murmure. « Qu'est-ce que j'ai fait? » Le sourire d'Alexandre était triste et petit. « Vous avez pris le pouvoir d'un roi et l'avez fait vôtre. Les Dobrynin vous voulaient réduite au silence. Maintenant, s'ils vous touchent, ils me détruisent, et avec moi, toute chance de stabilité. Vous êtes devenue la personne la plus dangereuse de cette ville, mademoiselle Torres. Non pas à cause de ce que vous pouvez faire, mais à cause de ce que je vous ai permis de faire. » Les bougies étaient froides et sombres autour du cercle, la cire s'accumulant sur le marbre, et dehors la pluie s'était arrêtée, le ciel s'éclaircissant en gris. Maya regarda ses mains, la trace du sang d'Alexandre sur sa paume, et elle se demanda si sa mère serait fière ou horrifiée, si la gentillesse était censée ressembler autant à un nœud coulant, si la vérité était censée coûter autant. La voix d'Harold était douce. « Tu peux encore t'en aller. Dis-leur que tu as été contrainte, que tu ne te souviens de rien, que tu ne veux rien avoir à faire avec tout ça. Le serment le lit lui, pas toi. » Maya secoua la tête. « Si je m'en vais, il perd le trône de toute façon. Le serment exige mon témoignage. » L'expression d'Harold était douloureuse. « Oui, le choix est donc déjà fait. » Alexandre se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville, et Maya vit le tremblement de ses épaules, le poids qu'il portait, le trône qui avait consumé son père et qui le consumait maintenant. Elle pensa au dîner, à la banquette numéro 7, à 3 ans de matin ordinaire qui avaient mené à ce moment, et elle ne pouvait pas trouver le fil qui les reliait, ne pouvait pas voir comment servir du café était devenu tenir la vie d'un roi vampire entre ses mains tachées de sang. Constantin lui tendit une serviette et elle s'essuya la paume, le sang s'étalant avant de partir, et elle dit « Quand commence la préparation ?» Constantin vérifia sa montre. « Dans 2 heures. Vous devriez vous reposer. » Maya rit. Le son amer et sec. Me reposer. Comme si elle pouvait dormir en sachant que chaque mot qu'elle prononcerait dans 3 jours sauverait un roi ou le tuerait. Comme si le poids de cela était quelque chose que l'on pouvait poser et reprendre. Elle se dirigea vers la salle de bain, ayant besoin d'espace, d'air, et elle verrouilla la porte et s'assit sur le carrelage froid, le dos contre le mur, et elle se laissa trembler, se laissa sentir la terreur qu'elle avait retenue. Dehors, elle pouvait entendre des voix, Alexandre et Constantin se disputant à voix basse, les pleurs silencieux d'Harold,
et elle pressa ses mains sur ses oreilles, ferma les yeux et essaya de se souvenir de ce que c'était que d'être normale, de n'être personne, de servir du café, de rentrer à la maison et de dormir sans cauchemar. Mais cette fille avait disparu, consumée par la lumière des bougies et le sang, et la file qui restait avait la vie d'un roi vampire liée à ses paroles, et 3 jours pour apprendre à dire la vérité sans sourciller. La nouvelle du serment du miroir fuita en moins de 6 heures, se propageant à travers les réseaux de vampires cryptés plus vite que Maya ne pouvait le concevoir, et Constantin remonta la fuite jusqu'à un jeune garde du corps qui avait envoyé un unique message à son cousin de la faction d'Obrinin avant que les hommes d'Alexandre ne le fassent disparaître dans quelque endroit sombre où vont les traîtres. Maya ne posa pas de questions. Elle était assise à la table de marbre, répétant son témoignage avec Constantin, répondant aux mêmes questions encore et encore, jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Quand les moniteurs vacillèrent et montrèrent un agent d'entretien entrant dans le hall de l'immeuble, ses accréditations vérifiées, son autorisation approuvée, poussant un chariot vers l'ascenseur de service. La main de Constantin se porta à son oreillette, son visage se durcissant, et il dit quelque chose de sec en russe avant de se diriger vers la porte. Maya regarda le moniteur tandis que la femme en uniforme de nettoyage sortait de l'ascenseur 3 étages plus bas, ses mouvements efficaces et sans hâte, et quelque chose dans sa façon de se tenir, la précision de ses pas, déclencha des alarmes dans la tête de Maya. Constantin était déjà dans le couloir, 2 gardes du corps le flanquant, et Maya vit la confrontation se dérouler sur l'écran de sécurité. Le visage de la femme de ménage calme, jusqu'à ce que Constantin saisisse son poignet et le torde, un couteau tombant de sa manche avec un cliquetis. Ils la maîtrisèrent au sol, lui attachèrent les mains avec des menottes en plastique, la traînèrent dans le penthouse tandis qu'elle souriait, ses dents blanches et acérées, et la jetèrent dans un coin où elle s'assit, silencieuse et observatrice, ses yeux suivant chaque mouvement dans la pièce. Alexandre sortit de la chambre où il avait été en communication avec des représentants du conclave, le visage tiré, et il regarda l'assassin comme on regarde un rat dans la cuisine, dégoûté mais pas surpris. Constantin inspecta le chariot de la femme, en sortant des produits de nettoyage, des chiffons, un aspirateur, puis sa main s'arrêta sur un petit dispositif noir pas plus gros qu'un bouton, caché à l'intérieur d'une bouteille de nettoyant de surface. Il le souleva, son expression sombre, et dit dispositif d'écoute, actif, transmettant depuis 40 minutes. La pièce devint glaciale. L'estomac de Maya se noua. 40 minutes signifiaient qu'ils avaient tout entendu, la répétition du témoignage, les stratégies du conclave, les appels d'Alexandre, tout cela se déversant en temps réel chez les Dobrynin. L'équipe de Constantin inspecta le penthouse, retirant des dispositifs des détecteurs de fumée, des bouches d'aération, du dessous des meubles, une douzaine de minuscules points de surveillance qui avaient transformé le refuge en une scène où chaque mot avait été une performance. Maya se sentit mal. L'assassin dans le coin continuait de sourire. Constantin fit jouer un appel intercepté sur sa tablette. L'audio crépitant d'interférences de cryptage, et Maya écouta des voix parlant anglais avec de forts accents, discutant d'elle comme si elle était un problème à résoudre. « La fille a un frère, dit une voix. Arrestation pour possession de drogue il y a 3 ans. On peut utiliser ça, la présenter comme désespérée, manipulatrice, ayant séduit le vieux roi pour de l'argent, détruire sa crédibilité avant même qu'elle ne parle. Une autre voix, plus âgée, plus froide. Et si le frère corrobore son histoire? Alors on l'élimine aussi. Simple. Le conclave ne se soucie pas des humains morts. Les mains de Maya agrippèrent le bord de la table, ses jointures blanches. Ils allaient mêler Danny à ça, instrumentaliser ses pires moments, l'addiction qui avait failli le tuer,
L'arrestation dont elle l'avait fait sortir sous caution avec de l'argent qu'elle n'avait pas, et ils allaient la peindre comme une menteuse et une manipulatrice, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'empêcher, parce que le serment du miroir signifiait qu'elle ne pouvait pas mentir, ne pouvait pas déformer la vérité, ne pouvait même pas omettre des détails sans risquer la vie d'Alexandre. Alexandre posa son téléphone, sa voix calme et presque honteuse. Je peux faire disparaître l'arrestation, effacer les dossiers. Personne ne saurait jamais que votre frère a été impliqué. Cela prendrait 1 heure, peut-être moins. Le refus de Maya fut immédiat et féroce, sa voix fendant la pièce. Alors je devrais leur dire que vous avez falsifié des dossiers et vous mourriez. Non. La mâchoire d'Alexandre se serra. Ils vont vous détruire avec ça. Ils vous feront passer pour une criminelle, pour quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Votre témoignage ne vaudra rien. Maya se leva, sa chaise raclant contre le marbre. Alors laissez-les essayer. Je ne mentirai pas pour me sauver, et je ne vous laisserai pas mentir pour me sauver. C'est tout l'intérêt du serment du miroir. Si nous commençons à tordre la vérité maintenant, nous ne valons pas mieux qu'eux. Constantin s'avança, son ton prudent. Mademoiselle Torres, il y a peut-être une autre option. Si nous amenons votre frère ici, s'il témoigne en votre faveur, cela neutralise la stratégie des Dobrinines. Ils ne peuvent pas vous présenter comme manipulatrice si votre propre famille se porte garante de votre caractère. Le souffle de Maya se coupa. Danny. Elle ne lui avait pas parlé depuis 6 mois. Pas depuis la dispute après les funérailles de leur mère, pas depuis qu'il lui avait crié qu'elle se souciait plus des étrangers que de la famille, qu'elle faisait des services doubles pour payer son traitement, mais n'était pas là quand leur mère était morte, que la gentillesse de Maya n'était qu'une autre forme d'abandon. L'amener ici signifiait rouvrir des blessures à peine cicatrisées, signifiait affronter la colère et le blâme qu'elle avait évités, signifiait l'entraîner dans un danger qu'il ne méritait pas. Mais l'alternative était de laisser les Dobrinines contrôler le récit, et Maya ne pouvait pas supporter ça. Elle hocha lentement la tête. Amenez-le. Mais dites-lui la vérité, toute la vérité. Ne mentez pas pour le faire venir. Constantin passa l'appel et 2 heures plus tard, Danny Torres arriva menotté. Protocole de Constantin pour les risques extérieurs, flanqué de gardes du corps, qui ne le relâchèrent qu'après l'avoir fouillé pour des dispositifs et des armes. Il se tenait au centre du penthouse, mince et les yeux cernés, ses cheveux plus longs que dans le souvenir de Maya, son visage assombri par la colère et la confusion. Il la regarda, le marbre, le verre et le cuir, les moniteurs affichant les flux de sécurité, Harold assis tranquillement près de la fenêtre, et sa voix était rauque d'incrédulité. « Tu vas vraiment mourir pour le père d'un vampire quelconque. Maman avait besoin de toi. J'avais besoin de toi. Où était cette loyauté à l'époque? » Le sang-froid de Maya se fissura, le contrôle prudent qu'elle avait maintenu pendant des jours se brisant sous le poids de son accusation. « J'étais là. J'ai toujours été là. » « Tu ne t'en souviens juste pas parce que tu étais défoncé. » Danny tressaillit comme si elle l'avait frappé. Ses mains se crispèrent en poing. « Je portais le deuil. C'était notre mère. » La voix de Maya tremblait. Et je portais le deuil aussi, mais je n'avais pas le luxe de m'effondrer, parce que quelqu'un devait payer les factures de l'hôpital, quelqu'un devait garder les lumières allumées, quelqu'un devait s'assurer que tu ne te tues pas avec ce que tu te mettais dans les veines. J'ai fait des services doubles, j'ai pris des quarts supplémentaires, j'ai fait tout ce que je pouvais, et ce n'était toujours pas assez. Elle est morte et tu m'as blâmée, et peut-être que tu as raison de me blâmer, mais je ne peux plus porter ça, Danny. Je ne peux pas. Le silence qui suivit était épais et suffocant. Harold se leva lentement, se dirigeant vers Danny, et sa voix était douce et prudente. « Votre sœur m'a sauvé la vie 12 de fois. Elle m'a dissuadée de me jeter dans la circulation quand mon esprit ne fonctionnait pas bien. Elle a remarqué le tremblement de mes mains qui signalait un AVC et a appelé une ambulance.
Elle m'a apporté de la nourriture quand j'oubliais de manger, appris de mes nouvelles quand je ne me présentais pas au dîner, m'a traité comme une personne quand j'avais oublié ce que cela faisait. Elle sauve les gens. C'est ce qu'elle est. Danny fixa Harold, puis Maya, et quelque chose dans son expression changea, la colère se fondant en quelque chose de plus compliqué, de la culpabilité peut-être, ou de la reconnaissance. Constantine afficha les images de surveillance sur les moniteurs, montrant l'assassin entrant dans le bâtiment, montrant les exécuteurs de Dobrynin dans l'appartement de Maya, montrant les appels interceptés planifiant de détruire sa crédibilité. Il fit jouer l'audio où il discutait d'éliminer Danny, la manière froide et clinique dont il parlait de le tuer pour régler les derniers détails, et le visage de Danny devint blanc. Ils veulent me tuer parce que tu as servi du café à un vieil homme. Maya hocha la tête. Oui, et ils veulent me tuer parce que je ne mentirai pas à ce sujet. Le serment du miroir signifie que je dois dire la vérité au conclave, et si je le fais, Alexandre garde son trône et Harold est exilé au lieu d'être exécuté. Mais les Dobrynin veulent Harold mort et Alexandre discrédité, alors ils vont utiliser ton arrestation, utiliser notre famille, utiliser tout ce qu'ils peuvent pour me faire passer pour une menteuse, avant même que je ne parle. Danny arpenta la cuisine, les mains dans les cheveux, et Maya pouvait le voir réfléchir, peser le pour et le contre, essayer de trouver un angle qui ait du sens. Finalement, il s'arrêta, sa voix tendue. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » « Témoigner, » dit Constantine. « Dire au conclave que votre sœur est honnête, qu'elle n'inventerait pas une relation avec Harold pour de l'argent ou du pouvoir, que son caractère est irréprochable. Cela n'empêchera pas les Dobrynin de l'attaquer, mais cela en atténuera l'impact. » Danny regarda Maya, la regarda vraiment, et elle vit le petit frère qui la suivait partout en posant des questions, le gamin qui pleurait quand leur père était parti, l'adolescent qui s'était perdu dans les pilules, la colère et le chagrin. Il hocha lentement la tête. « D'accord, je le ferai. Mais après ça, après le conclave, tu me dois la vérité sur pourquoi tu tiens tant à ces gens, pourquoi tu es prête à mourir pour eux. » La gorge de Maya se serra. Marché conclu. L'oreillette de Constantin crépita et son expression se mua en alarme. Il se dirigea vers les moniteurs, affichant un flux montrant le périmètre du bâtiment, et il jura en russe. Le dispositif d'écoute. Ils nous ont entendus faire venir Danny. Ils savent qu'il est ici. Alexandre était déjà en mouvement, le téléphone à l'oreille, aboyant des ordres. Combien de temps avons-nous? Constantin vérifia sa tablette, suivant des signaux que Maya ne pouvait déchiffrer. Des minutes, peut-être. Les Dobrynin agiront vite. Nous devons évacuer maintenant. Le penthouse éclata en un chaos contrôlé. Les gardes du corps sortant leurs armes, inspectant les pièces, Constantine coordonnant l'extraction par radio cryptée, le crépitement de la statique traversant la tension. Maya attrapa le bras de Danny, le tirant vers la porte, mais Alexandre attrapa son épaule. Nous avançons le conclave. Demain soir. Nous n'avons pas le temps de sécuriser un autre endroit. Constantin se tourna, sa voix vive de protestation. Les Dobrynin y verront un signe de faiblesse. Le visage d'Alexandre était de pierre. Qu'ils le voient. Nous mettons fin à cela avant qu'il ne la tue. Les moniteurs montrèrent des VUS noirs s'arrêtant devant le bâtiment, des silhouettes en émergeant, se déplaçant avec détermination. Constantin les compta. 8 hostiles, rez-de-chaussée, en direction des ascenseurs. Nous avons 2 minutes. Harold se plaça à côté de Maya, sa main tremblant alors qu'il agrippait son poignet. Je suis désolée. Je suis tellement désolée de t'avoir attiré ça. Maya n'eut pas le temps de répondre. Constantin les poussait déjà vers la sortie de service, les gardes du corps formant un cercle protecteur, l'assassin dans le coin souriant toujours alors qu'il la laissait attachée au sol. La cage d'escalier était en béton et froide, leurs pas résonnants, et Maya pouvait entendre des cris d'en bas,
les exécuteurs de Dobrynin pénétrant dans le bâtiment. Danny trébucha et elle le rattrapa, sa respiration rapide, et Alexandre était devant eux, se déplaçant avec une vitesse surhumaine, son manteau flottant. Ils atteignirent le garage en sous-sol et s'entassèrent dans des véhicules qui attendaient, moteurs déjà allumés, et les VUS démarrèrent en trombe dans la nuit, les pneus crissant. Maya se pressa contre la vitre, regardant le bâtiment s'éloigner, et elle vit des silhouettes sur le toit, des ombres se découpant sur les lumières de la ville, les regardant partir. Le dispositif d'écoute reposait dans un sac de preuves transparent sur le siège à côté de Constantin, un minuscule point noir qui avait tout bouleversé, et Maya le fixa, la preuve physique de la facilité avec laquelle la sécurité pouvait être anéantie. Danny était assis en face d'elle, le visage pâle, les mains tremblantes, et il dit « Tu es folle. Tu le sais, n'est-ce pas? Complètement folle. » Maya faillit rire. « Ouais, je sais. » Le convoi traversa des rues vides, se dirigeant vers un lieu secondaire que Constantin ne nommerait pas, et Alexandre était au téléphone, coordonnant avec le conclave, accélérant le calendrier, sa voix sèche et autoritaire. La ville défilait, des enseignes au néon et des flaques d'eau reflétant les lampadaires, et Maya sentit les murs se refermer, le conclave étant maintenant à moins d'un jour, le témoignage qu'elle avait répété soudainement inadéquat face à la machinerie de la politique des vampires. Harold était assis à côté d'elle, sa main sur la sienne, et il murmura « Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux encore t'en aller. » Maya secoua la tête. « Si je m'en vais maintenant, nous mourrons tous. Le serment du miroir, les Dobrynin, tout ça. Nous avons dépassé le point où l'on peut s'en aller. » Le VUS heurta un nid de poule, et elle fut projetée en avant, sa ceinture de sécurité la retenant, et elle pensa à sa mère, à la chambre d'hôpital, aux machines qui bipaient et sifflaient pendant que Maya tenait sa main et promettait de prendre soin de Danny, de le garder en sécurité, d'être meilleure. Elle avait failli à cette promesse de 100 petites manières, et maintenant, voici une chance de réussir quelque chose, de dire la vérité et de laisser les conséquences suivre leur cours. Et peut-être que c'était de la folie, mais c'était la seule chose qui lui restait. La radio de Constantin crépita. Lieu secondaire sécurisé. État 5 minutes. Maya ferma les yeux, sentant le mouvement du véhicule, le vrombissement du moteur, la respiration de Danny en face d'elle, et elle se demanda si demain soir elle serait encore en vie, si Alexandre aurait toujours son trône, si Harold serait libre ou exécuté, si l'un d'eux survivrait au jugement du conclave. La pluie recommença, légère d'abord, puis plus forte, tambourinant sur le toit, et à travers la fenêtre, elle pouvait voir la ville s'étendre. Indifférente et froide, 1 million de vies se déroulant dans leurs nuits ordinaires, tandis que la sienne tenait sur le fil du rasoir. 2 heures du matin. 20 heures avant le conclave. 20 heures pour se préparer à une performance où chaque mot comptait, où les mensonges signifiaient la mort et la vérité pourraient signifier la même chose. Elle ouvrit les yeux et croisa le regard d'Alexandre dans le rétroviseur, et il hocha la tête une fois, une reconnaissance silencieuse de ce qu'ils avaient tous deux risqué, de ce qu'ils risquaient tous deux de perdre. Le VUS entra dans un garage souterrain, béton et ombre, et Constantin était déjà dehors, à la recherche de menaces, leur faisant signe d'avancer. Maya sortit dans l'air froid, Danny à ses côtés, Harold derrière, et elle sentit le poids des 20 prochaines heures s'abattre sur elle, inévitable comme la gravité, inéluctable comme la vérité. Le conclave se réunit à minuit dans un opéra abandonné à la lisière est de la ville. Le bâtiment gothique est délabré, les sièges de velours mité, les feuilles d'or se détachant du plafond en lambeaux qui pendaient comme de la peau morte, et les lustres sombres à l'exception de quelques ampoules installées à la hâte pour fournir juste assez de lumière pour voir les visages, mais pas assez pour se sentir en sécurité.
300 vampires remplissaient les sièges, leurs yeux captant la faible lumière, comme des animaux dans l'obscurité. Et l'air sentait la poussière, le vieux bois, et quelque chose de métallique que Maya reconnaissait maintenant comme du sang, toujours du sang, l'odeur qui s'accrochait à Alexandre, à Harold et à tout ce monde maudit. Les arbitres se tenaient à intervalles réguliers dans la salle, vêtus de robes blanches, leurs visages sans expression, anciens au-delà de toute mesure, et ils faisaient respecter le terrain neutre avec une présence qui faisait même rester immobile le patriarche d'Obrinin au premier rang, flanqué de ses exécuteurs, son expression taillée dans la pierre et la malveillance. Maya était assise sur une chaise en bois dur sur la scène, un projecteur braqué directement dans ses yeux pour qu'elle ne puisse pas voir la foule, seulement des ombres et l'éclat occasionnel de la lumière réfléchie, et ses mains serraient les accoudoirs si fort que ses jointures blanchissaient. Constantin l'avait briefé sur ce à quoi s'attendre, les questions, les pièges, la façon dont les Dobrynin essaieraient de déformer ses paroles, mais être assise ici sous la lumière avec 300 vampires qui la regardaient était différent de la répétition, c'était comme se tenir nu devant un peloton d'exécution. Alexandre était assis sur le côté, les mains jointes sur ses genoux, la mâchoire serrée, son visage un masque de contrôle qu'elle pouvait voir se fissurer sur les bords, et Harold était assis à côté de lui, plus petit que jamais, sa fragilité revenue maintenant que l'adrénaline des derniers jours s'était estompée. Danny était quelque part à l'arrière, escorté par des gardes du corps, un témoin si nécessaire, et Maya essayait de ne pas penser à lui en train de regarder ça, de la voir se faire déchiqueter en public. Le patriarche d'Obrinin se leva, sa voix douce et froide, s'adressant aux arbitres et au conclave assemblé. Nous sommes ici pour déterminer le sort de Harold Volkov, qui a abandonné son trône il y a 30 ans en violation du rite de succession, et de la femme humaine qui l'a abritée, Maya Torres, que nous croyons complice de sa dissimulation. Nous avons des preuves d'une conspiration, des transactions financières, des registres de motels, des témoignages qui prouvent que cette femme a séduit Harold Volkov pour un gain monétaire et l'a aidé à échapper à la découverte. Le patriarche fit un geste et un assistant apporta des documents, les étalant sur une table pour que les arbitres les examinent, des virements bancaires au nom de Maya, des reçus de motel, puis une femme fut conduite sur la scène, propre et vêtue d'un tailleur conservateur, et Maya la reconnut avec un choc d'horreur glacial comme étant l'assassin du penthouse, celle qui avait posé les dispositifs d'écoute, jouant maintenant le rôle de la victime. La voix de la femme était douce et tremblante alors qu'elle témoignait avoir vu Maya rencontrer Harold en secret, accepter de l'argent, discuter de plans pour le garder caché, et les mensonges étaient si bien livrés que Maya se sentit étourdie, sentit la pièce basculer. L'avocat d'Alexandre, un vampire mince aux cheveux argentés, se leva pour objecter, mais les arbitres le firent taire d'un geste, permettant aux Dobrynin de présenter leur cas complet d'abord, et Maya resta assise là, sentant les murs se refermer. Puis ce fut son tour. L'avocate des Dobrynin s'approcha, une femme aux traits acérés et à la voix dégoulinante de fausse sympathie, et elle tourna autour de la chaise de Maya comme un prédateur évaluant sa proie. Mademoiselle Torres, vous travaillez dans un diner, n'est-ce pas? Vous gagnez quoi? Le salaire minimum plus les pourboires. Votre mère est morte il y a 3 ans d'un cancer, vous laissant avec d'importantes dettes médicales. Votre frère a un casier judiciaire, possession de drogue, et vous avez payé sa caution. Vous étiez désespéré pour de l'argent, n'est-ce pas? La voix de Maya sortit plus stable qu'elle ne le sentait. Oui, je travaille dans un diner. Oui, ma mère est morte. Oui, j'avais des dettes. Mais je n'ai jamais pris d'argent d'Harold au-delà de ses pourboires, et je n'ai jamais su qui il était jusqu'à il y a 4 jours. L'avocate sourit, un sourire mince et froid. Votre mère est morte seule à l'hôpital pendant que vous étiez au travail, n'est-ce pas? Vous avez choisi votre travail plutôt que d'être avec elle dans ces derniers moments. Cela doit vous peser. Le souffle de Maya se coupa, mais elle se força à répondre. Oui. Et je le referai parce que des gens avaient besoin de moi là-bas,
Quelqu'un devait payer les factures, quelqu'un devait garder les lumières allumées. Le sourire de l'avocate s'élargit. Donc, vous admettez que vous donnez la priorité à l'argent plutôt qu'à la famille, que vous prenez des décisions calculées sur qui mérite votre temps en fonction de ce qu'ils peuvent vous donner. Les mains de Maya se crispèrent. Je donne la priorité à la survie. Je fais ce que j'ai à faire. Cela ne signifie pas que j'ai manipulé Harold. L'avocate produisit une photographie, la tenant en l'air pour les arbitres et la foule. Et l'estomac de Maya se noua, car elle reconnut son immeuble, la porte d'entrée, et Harold debout là dans son manteau usé, tenant quelque chose. Cette photo a été prise il y a 6 mois. Harold Volkov entrant dans votre appartement. Voulez-vous expliquer? Le visage d'Harold devint cendré, ses mains agrippant les bras de sa chaise, et les yeux d'Alexandre se tournèrent vers lui, interrogateurs, confus. L'esprit de Maya s'emballa, essayant de se souvenir. Puis cela lui revint, l'hiver où son chauffage était tombé en panne, quand elle était rentrée dans un appartement glacial et avait trouvé un radiateur d'appoint sur son paillasson avec un mot qui disait « Restez au chaud », non signé, mais elle avait su que c'était Harold parce qu'il lui avait demandé la veille si son propriétaire avait réparé la chaudière. Elle parla rapidement, sa voix tendue. « Mon chauffage est tombé en panne en janvier. Harold a laissé un radiateur d'appoint sur mon paillasson. Il n'est jamais entré. Il l'a juste laissé et est parti. » L'expression de l'avocate était triomphante. Un radiateur d'appoint. Comme c'est intime. Comme il est commode qu'il sache où vous habitiez, qu'il se soucie assez de vous pour vous apporter des cadeaux. C'est le comportement d'un homme et de sa maîtresse, pas d'un client et d'une serveuse. La foule murmura, des chuchotements se propageant dans l'opéra comme un feu, et Maya sentit la panique monter. Elle regarda Alexandre, désespéré, et vit son visage tendu de doute, avec la terrible possibilité qu'elle ait peut-être menti, que le serment du miroir ait été une erreur. Harold se leva soudainement, sa chaise raclant contre la scène, et sa voix résonna plus fort que Maya ne l'avait jamais entendue. « Je me soumettrai à la contrainte. Demandez-moi n'importe quoi. Que la vérité mette fin à cela. » L'opéra devint silencieux. Les arbitres conférèrent à voix basse, et l'arbitre en chef s'avança, produisant une fiole de liquide argenté qui capta la lumière. Le procès, par vérification de témoins, est autorisé en vertu de la loi de l'Alliance. Harold Volkov, consentez-vous à la contrainte par la magie du sang, sachant que vous serez incapable de mentir et devrez répondre à toute question qui vous sera posée? Harold hocha la tête, le visage pâle mais résolu. « Je consens. » L'arbitre s'approcha, dévissant la fiole, et Harold pencha la tête en arrière tandis que le liquide était versé dans sa bouche, épais et visqueux, et il déglutit, sa gorge travaillant. Pendant un moment, rien ne se passa, puis ses yeux devinrent vitreux, virant à un cramoisi profond, et quand il parla, sa voix était différente, monotone, mécanique, dépouillée d'inflexion. « Je suis prêt. » Le patriarche Dobrynin se leva, son sourire vicieux. « Maya Torres savait-elle que vous étiez un roi vampire quand elle vous servait au dîner? Non. Elle ne l'a pas su jusqu'à il y a 4 jours, quand mon fils m'a trouvé. A-t-elle accepté de l'argent de votre part au-delà des pourboires normaux? Non. Elle refusait souvent mes pourboires. Je devais insister. Êtes-vous entré dans son appartement il y a 6 mois? Oui. J'ai laissé un radiateur d'appoint sur son paillasson. Elle avait froid. Je ne suis pas entrée. Je ne lui ai pas parlé. J'ai laissé le radiateur et je suis partie. Le sourire du patriarche Dobrynin s'effaça. Il arpenta la scène, réfléchissant, puis il posa la question qui allait tout dénouer. Pourquoi avez-vous abdiqué le trône il y a 30 ans? Le visage d'Harold se crispa, luttant contre la contrainte. Mais la magie était implacable, arrachant les mots de lui. Je suis partie parce que j'ai assassiné ma femme, la mère d'Alexandre, pour garder le trône. La couronne l'exigeait.
Je ne pouvais pas vivre avec ce que j'étais devenu. L'opéra éclata, les voix s'élevant sous le choc et la fureur, et Maya sentit l'air lui manquer. Alexandre se leva, son visage vidé de sa couleur, chancelant légèrement, et sa voix était un murmure brisé. Non, père, non. Le monotone de Harold, guidé par la contrainte, continua, implacable. Le conseil m'a dit qu'elle complotait pour installer un rival, pour me renverser. Je les ai crus. Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai étouffée dans son sommeil. Elle a lutté. J'ai tenu l'oreiller jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Alexandre avait 7 ans. Je lui ai dit qu'elle était morte de fièvre. J'ai menti à mon fils pendant 30 ans parce que je ne pouvais pas supporter de lui dire que j'avais tué sa mère pour une couronne que je ne voulais même pas. Alexandre chancela, se rattrapant à la chaise, et son visage était un paysage de chagrin, d'horreur et de trahison. Le patriarche d'Obrinine se leva, sa voix fendant le chaos. Régicide. Harold Volkov a assassiné la reine et a fui pour éviter la justice. La peine est l'exécution. Arrêtez-le. Les exécuteurs de Dobrinine s'avancèrent, se dirigeant vers Harold, et les gardes du corps de Constantin se placèrent devant, les mains sur leurs armes mais sans les dégainer, la tension à un cheveu de l'effusion de sang. Alexandre se tourna vers les arbitres, sa voix tremblante. J'invoque mon droit de revendiquer la responsabilité. Les crimes de mon père sont les miens à porter. J'ai échoué à le trouver. J'ai échoué à l'arrêter. Je renonce à ma prétention au trône. J'abdique. Arrêtez-moi à sa place. Laissez-le partir. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Impossible, suicidaire. Et Maya se jeta de sa chaise, Constantin la rattrapant avant qu'elle ne puisse atteindre Alexandre. Il ment, hurla-t-elle. Le serment, tu ne peux pas mentir, tu vas mourir. La voix de Constantine était sombre, ses mains la retenant. Le serment s'est dissous au moment où il a abdiqué. Il n'est plus le roi. Il peut mentir maintenant. Alexandre se tourna vers Maya, ses yeux rencontrant les siens, et sa voix était douce, finale. Le serment a pris fin. Tu es libre. C'est tout ce qui compte. Le cri de Maya résonna contre le plafond voûté, brut et désespéré. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai pas menti. Tu n'as pas le droit de te sacrifier. Alexandre sourit, un sourire triste et petit. Je ne me sacrifie pas. Je choisis mon père, comme il aurait dû choisir ma mère, comme j'aurais dû le choisir il y a des années. Le patriarche d'Obrinine rit, un rire froid et sec. Quelle noblesse! Quelle pitié! Exécutez-les tous les deux. Le murmure de la foule s'éleva en un rugissement, certains réclamant du sang, d'autres la pitié, le conclave se fracturant en temps réel. Les arbitres levèrent la main, leur voix fendant le bruit. Silence. Nous allons délibérer. Mais avant qu'ils ne puissent continuer, Constantin dégaina son arme, les autres gardes du corps suivant son exemple, formant un cercle serré autour d'Alexandre et Harold. Et les exécuteurs de Dobrinine sortirent des armes de leurs manteaux, l'opéra se transformant en une impasse, des dizaines d'armes pointées et prêtes. Maya se tenait au centre de tout cela, les mains tremblantes, l'esprit en ébullition, et elle regarda Harold, la contrainte le tenant toujours, ses yeux rouges et vides, et elle regarda Alexandre, le roi qui avait tout misé sur la vérité et qui jetait maintenant tout par-dessus bord par amour. La voix de l'arbitre en chef tonna. « Baissez vos armes. Nous invoquons la pause du sanctuaire. 72 heures pour délibérer. Pas d'effusion de sang sur terrain neutre. L'Alliance l'exige. » Lentement, à contre-cœur, les armes s'abaissèrent, les gardes du corps reculant, les exécuteurs se retirant, et les arbitres s'avancèrent, leurs robes blanches flottant, séparant les factions par leur seule présence. Maya sentit des mains sur ses bras, des gardes du corps l'escortant hors de la scène, et elle vit Alexandre être emmené. Vit Harold s'effondrer alors que la contrainte le libérait, vit Danny dans la foule, le visage enfoui dans ses mains. L'opéra était le chaos, contrôlé mais de justesse,
Et alors que Maya était entraînée dans les escaliers de pierre vers les chambres de détention en dessous, elle entendit les arbitres annoncer la pause du sanctuaire, 72 heures pour décider du sort de 2 rois, et elle sut avec une certitude brutale que plus rien ne serait jamais pareil, que la vérité avait coûté plus cher qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et que d'une manière ou d'une autre, impossiblement, elle avait tout gagné et tout perdu dans le même souffle. Les arbitres intervinrent avant que le premier coup de feu ne soit tiré, leurs robes blanches apparaissant des coulisses de l'opéra comme des fantômes invoqués par le désespoir, et la voix ancienne de l'arbitre en chef trancha le chaos avec un seul mot qui figea chaque vampire dans la salle. Sanctuaire. La pose du sanctuaire était plus ancienne que l'alliance elle-même, une loi si fondamentale que même les Dobrynin ne pouvaient la contester, et en quelques minutes, l'opéra fut verrouillé, toutes les armes confisquées, toutes les factions séparées dans des chambres de détention sous le bâtiment, pendant que les arbitres délibéraient sur le sort d'Harold et l'abdication d'Alexandre en conseil privé. Maya fut escortée le long d'escaliers de pierre qui descendaient en spirale dans l'obscurité, ses jambes tremblantes, la main de Constantine sur son coude étant la seule chose qui la maintenait debout, et ils passèrent devant des cellules détenant d'autres témoins, d'autres acteurs de ce cauchemar, jusqu'à ce qu'ils atteignent la sienne au bout d'un long couloir. La cellule était médiévale, des murs de pierre suintant de condensation, une porte à barreaux de fer qui se referma derrière elle avec un bruit métallique, une unique bougie vacillant dans une applique murale, et une couchette qui semblait être là depuis des siècles. Ça sentait l'humidité, comme la terre après la pluie, et le silence était profond, pas de circulation, pas de voix, juste le goutte à goutte lointain de l'eau quelque part dans l'obscurité. Maya s'assit sur la couchette, la tête dans les mains, et rejoint en boucle les 3 dernières heures, la voix d'Harold sous contrainte avouant un meurtre, l'abdication d'Alexandre résonnant dans l'opéra, les exécuteurs d'Obernin avançant jusqu'à ce que les arbitres apparaissent. Et elle ne pouvait dire si elle avait gagné ou perdu, si dire la vérité avait sauvé quelqu'un ou simplement les avait tous condamnés de différentes manières. Elle se sentait à la dérive, perdue dans un monde où l'honnêteté était une arme qui coupait dans les deux sens, et elle se demanda si sa mère serait fière ou honteuse, si servir du café pendant 3 ans était censé se terminer ainsi, enfermée dans une cellule de pierre sous un tribunal de vampires, en attente de jugement. Des pas résonnèrent dans le couloir, et elle leva les yeux pour voir Constantin approcher, le visage tiré, les yeux rougis comme s'il avait pleuré ou essayé de ne pas le faire. Il s'arrêta au barreau, sa posture toujours militaire, mais quelque chose de brisé en dessous. Et il sortit un morceau de papier plié de sa veste et le glissa entre les barreaux sans croiser son regard. « Il n'attend pas de pardon, » dit Constantin doucement. « Il voulait juste que vous sachiez qu'il pensait chaque mot du serment. » Puis il se tourna et s'éloigna avant que Maya ne puisse répondre, ses pas s'estompant dans le silence. Maya déplia la note, reconnaissant l'écriture d'Alexandre, nette et précise. « Tu as tenu ta promesse. J'ai tenu la mienne. Aucun regret. » Elle fixa les mots, la gorge serrée, et elle pensa au serment du miroir, au sang dégoulinant sur le marbre, à un roi vampire misant tout sur une serveuse qu'il connaissait à peine, et elle attrapa le crayon de golf du petit bureau boulonné au mur et écrivit dans la marge d'une écriture tremblante. Plein de regrets, à commencer par t'avoir laissé être un idiot. Elle plia la note et la posa sur le sol près des barreaux, espérant que quelqu'un la rapporterait, et elle s'allongea sur la couchette, fixant la flamme de la bougie, regardant les ombres danser sur la pierre. 1 heure passa, peut-être plus, le temps s'écoulant étrangement dans le silence, puis un garde du corps, qu'elle ne reconnut pas apparut à sa cellule, déverrouilla la porte juste assez pour glisser un gobelet en papier, et la referma sans un mot. Maya se redressa, confuse, et souleva le gobelet pour y trouver du café, sa commande exacte du dîner, 2 crèmes, un sucre, le mélange qu'elle servait chaque matin,
incroyablement préparée dans une installation de détention pour vampires sous un opéra. Elle tint le gobelet à 2 mains, respirant la vapeur, et l'odeur familière brisa quelque chose en elle, des larmes coulant sur son visage. Ses épaules secouées par un rire silencieux qui se transforma en sanglots. C'était parfait, c'était absurde. C'était Alexandre trouvant un moyen de dire quelque chose qu'il ne pouvait pas dire avec des mots, et Maya le but lentement, laissant la chaleur se répandre dans sa poitrine, et elle pleura jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. À l'aube, un arbitre arriva, ancien et immobile, le visage comme du bois sculpté, l'expression illisible. L'arbitre portait une enveloppe scellée à la cire rouge, et la voix qui en sortit était neutre, dépouillée d'émotion. Le conclave a délibéré. Harold Volkov sera exilé, pas exécuté. L'abdication d'Alexandre Volkov est maintenue, mais il est libre. Le coût est de 50 ans d'interdiction des territoires vampires. Il sera adjacent aux humains, sans pouvoir, dépouillé de son titre et de son autorité. Les Dobrynin ont contesté, mais votre témoignage sous le serment du miroir n'a pu être réfuté. L'aveu sous contrainte d'Harold, cependant, supplante toutes les revendications antérieures. Il est exilé. Alexandre est, d'une certaine manière, libre. L'arbitre lui tendit l'enveloppe et un second document, un morceau de parchemin plié qui semblait lourd et officiel. Le conclave reconnaît le sacrifice. C'est une récompense insuffisante, mais c'est ce que nous offrons. Puis, l'arbitre se tourna et partit, la porte de fer s'ouvrant derrière lui, n'étant plus verrouillée. Maya resta assise un long moment, traitant les mots. Harold exilé, Alexandre libre mais banni, le serment du miroir accompli. Elle ouvrit le second document et trouva un acte de propriété, légal et tamponné, transférant la propriété du bâtiment qui abritait le diner à son nom, signé par Alexandre Volkov avec une encre qui semblait fraîche. Au dos, de son écriture, une seule ligne. Tu as sauvé mon père en le voyant. Peut-être me sauveras-tu en te souvenant que j'ai essayé. La poitrine de Maya lui fit mal, le poids de tout cela l'écrasant, et elle plia soigneusement l'acte, le glissant dans sa poche, et elle se leva sur des jambes qui semblaient pouvoir céder. Le couloir était vide quand elle émergea, pas de garde du corps, juste de la pierre, des ombres et la faible odeur de cire de bougie. Elle monta les escaliers, ses pas résonnants, et poussa la porte en haut pour trouver l'opéra vide, les sièges de velours poussiéreux dans la lumière grise du matin filtrant à travers les vitraux brisés. Dehors, la pluie tombait à nouveau, légère et persistante, et les pavés brillaient, humides, sous le ciel violet-rose meurtri. Danny attendait près d'un taxi jaune, appuyé contre la portière, fumant une cigarette, et quand il la vit, il la laissa tomber, l'écrasa sous son talon et la serra dans une étreinte qui sentait le tabac et l'épuisement. « Tu es folle, dit-il dans ses cheveux, mais je comprends maintenant. » Maya le serra fort, le visage pressé contre son épaule, et elle hocha la tête car les mots semblaient impossibles. Ils restèrent là sous la pluie, 2 frères et sœurs qui avaient passé des années à s'éviter, et Maya pensa à leur mère, aux chambres d'hôpital et aux promesses rompues, et elle murmura « Je suis désolée de ne pas avoir été là quand elle est morte. » Danny se recula, ses mains sur ses épaules, les yeux humides. « Je suis désolée de t'avoir blâmé. Tu faisais de ton mieux. On faisait tous les deux de notre mieux. » Ils montèrent dans le taxi qui sentait le désodorisant et le vieux vinyle, familier et ordinaire, et le chauffeur s'engagea dans la circulation sans demander où ils allaient, se dirigeant quelque part qui n'était pas ici, loin de l'opéra, des vampires et du jugement. Maya regarda la ville défiler, les camions de livraison faisant leur tournée matinale, les joggeurs bravant la pluie, le monde se réveillant indifférent à ce qui s'était passé dans les chambres de pierre sous la terre. Danny s'endormit contre la fenêtre, sa respiration se régularisant, et le téléphone de Maya vibra dans sa poche,
son vrai téléphone lui ayant été rendu à un moment donné, et elle le sortit pour voir un message d'un numéro inconnu. Café demain, 6 heures. Je serai celui qui laisse un trop gros pourboire. Maya le lut 2 fois, 3 fois, son pouce planant au-dessus du champ de réponse, et elle pensa à Alexandre dépouillé de son pouvoir, banni de ses propres territoires, adjacents aux humains et sans pouvoir, et elle pensa au serment du miroir, à la vérité et aux conséquences, au coup de voir les gens clairement. Elle pensa à Harold, exilé dans un endroit lointain où les vampires envoient leurs échecs, et elle pensa à Constantin, qui avait perdu son roi, et elle pensa au dîner, à la banquette numéro 7, aux matins ordinaires qui avaient mené à une ruine extraordinaire. Elle verrouilla l'écran sans répondre, glissant le téléphone dans sa poche, mais le sourire resta sur son visage, petit, compliqué et réel. Danny bougea, à moitié éveillé, et marmonna « Tu vas le revoir ». Maya regarda par la fenêtre la pluie striant la vitre, son reflet superposé à la ville. Et elle vit quelqu'un de changé, quelqu'un qui était entré dans un tribunal de vampires et avait dit la vérité même quand ça faisait mal, quelqu'un qui avait tenu la vie d'un roi entre ses mains sans sourciller. « Je ne sais pas », dit-elle doucement. « Peut-être. Probablement. Mon Dieu, je suis une idiote. » Le rire de Danny était doux et rauque. « Ouais, mais tu es son genre d'idiote. » Le taxi tourna à un coin de rue et l'opéra disparut derrière eux, les arches gothiques s'éloignant dans le gris, et Maya pensa à demain matin, à 6 heures, à si elle irait au diner ou resterait à l'écart, à si certaines histoires se terminent ou font juste une pause, attendant que quelqu'un soit assez courageux pour les reprendre. L'acte de propriété dans sa poche ressemblait à une promesse et à une question, le dernier geste d'Alexandre avant l'exil, et elle en traça les bords à travers le tissu, le papier solide et réel. La ville s'étendait autour d'eux, 1 million de vies se croisant et divergeant, et Maya n'était qu'une personne de plus dans un taxi rentrant chez elle, sauf qu'elle n'était pas la même personne qui était partie, et chez elle n'était pas le même endroit qu'auparavant. Constantin lui avait fait un signe de tête quand elle était sortie de l'opéra, un salut de soldat de l'endroit où il se tenait dans l'embrasure de la porte, son téléphone à l'oreille, coordonnant quelque chose dont elle ne saurait jamais rien, et dans ce signe de tête, il y avait de la reconnaissance, du respect, un adieu. Elle se demanda où était Alexandre maintenant, s'il disait au revoir à Harold, s'ils avaient une heure ou un jour, ou si l'exil signifiait une séparation immédiate. Et elle se demanda si 50 ans étaient longs pour un vampire ou si cela passait comme rien. Et elle se demanda s'il se présenterait vraiment au diner demain ou si le texto n'était qu'un souhait, un espoir, une façon de dire « Je suis toujours là même si je ne le suis pas ». La pluie redoubla d'intensité, tambourinant plus fort sur le toit du taxi, et Danny bougea dans son sommeil, sa tête s'inclinant contre la fenêtre, et Maya ferma les yeux et se laissa respirer, se laissa sentir l'épuisement, le soulagement et le chagrin tout entremêlés. Elle avait dit la vérité. Elle avait respecté le serment du miroir. Harold était vivant, exilé mais vivant. Alexandre était libre, sans pouvoir mais libre. Les Dobrynin avaient perdu. Et elle, Maya Torres, serveuse, sœur et faiseuse de roi accidentelle, rentrait chez elle avec un acte de propriété pour un dîner et un texto auquel elle n'avait pas répondu. Le taxi s'arrêta devant son immeuble, celui que les exécuteurs de Dobrynin avaient fouillé, et Maya paya le chauffeur avec des billets froissés de sa poche, aidant Danny à sortir sur le trottoir. La pluie s'était adoucie en brume, le ciel s'éclaircissant, et elle leva les yeux vers sa fenêtre, vers la vie qui l'attendait à l'intérieur, ordinaire, petite et sienne. Danny lui serra la main. « Tu as bien fait. » Maya hocha la tête, la gorge serrée. « On a survécu. C'est déjà quelque chose. » Ils montèrent les escaliers ensemble, Danny s'appuyant légèrement sur elle, et Maya déverrouilla sa porte pour trouver tout exactement comme elle l'avait laissé, la photo de leur mère toujours sur la table de chevet,
la vaisselle toujours dans l'évier. Le monde inchangé même si elle ne l'était pas. Elle fit du café, le genre bon marché de l'épicerie, et ils s'assirent à sa petite table de cuisine en le buvant en silence. Et elle pensa à demain, à 6 heures, à si elle irait au dîner ou laisserait le texto sans réponse, une porte laissée ouverte mais non franchie. Dehors, la ville se réveilla complètement, le soleil perçant les nuages, la lumière se déversant sur les rues mouillées, et le téléphone de Maya reposait sur la table entre eux, l'écran sombre, le message attendant. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait. Elle ne savait pas ce qui allait suivre. Mais le sourire resta, et le café était chaud, et pour la première fois depuis des jours, elle sentit que peut-être, oui peut-être, la vérité en avait valu la peine après tout.